Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet, il est 3h20 du matin, suite à une nouvelle qui m'a paru extrêmement horrible, tellement horrible que je n'arriverai même pas à en faire le résumé. Donc là, j'ai la maman au téléphone. Donc voilà, si tu peux expliquer ce qui se passe en quelques mots, me dire ce qui se passe. Pour que les gens sachent. Maman, voilà. Je suis la maman de Célie Stécie Ritchie. Le mercredi, j'ai habituellement donc un appel médiatisé du foyer de Cheville-la-Rue pour Ritchie. Un seul appel puisque l'ASE a réduit un appel alors qu'avant j'en avais deux à celui-ci. J'ai pas eu donc l'appel de Ritchie ce soir de Chevilly. Plus d'appel de Ritchie, donc pas de nouvelles de Ritchie. Ensuite, j'ai donc eu un appel sur mon téléphone du foyer de Célie à Cheville-la-Rue, Lavaga. Et j'ai eu un échange avec ma petite fille. Célie va très mal, pleure sans arrêt dans le téléphone et craque. Elle me dit, je suis inquiète pour ma soeur, maman. Je vois pas ma soeur, maman. Tu me manques, maman. Quand est-ce qu'on rentre à la maison, maman? Pourquoi j'ai pas d'avocat, maman? Et puis elle pleure, elle s'effondre, elle se remonte. Je lui dis, Célie, calme-toi, on va s'en sortir. Et puis l'éducateur est à côté. Et puis Célie pleure et craque. Au foyer, apparemment, il y a des incidents. Donc Célie s'est réveillée ce matin, on lui a coupé ses cheveux la nuit. Oh. Une certaine Laetitia. Ah ben. Alors, je vais donner des détails sur la certaine Laetitia. Elle est arrivée donc à la Vaga il y a quelques semaines. Et elle s'en est pris donc à Célie. Elle a pris Célie en grippe. Donc Célie subit des humiliations, des injures. Et la fameuse Laetitia, une enfant personnalité manipulatrice, Célie a bien expliqué comment elle fait, a retourné donc toutes ses copines et tout le foyer contre elle. Elle se retrouve toute seule. Elle devient violente. Elle se défend, elle frappe. Quand on insulte sa famille. Donc ça, c'est le quotidien de Célie. Ça, c'est Célie Lavaga. Donc qu'est-ce qu'il a dit, l'éducateur quand Célie, elle pleurait au téléphone? Quand Célie pleurait, je dis calmement à Célie, passe-moi le téléphone, Célie, je vais expliquer à ton éducateur pourquoi tu pleures. L'éducateur prend violemment le téléphone, Célie pleure à côté, et là, il me dit oui, elle pleure. Je lui dis, laissez-moi vous expliquer pourquoi elle pleure. Elle réclame sa sœur jumelle qui lui manque, monsieur. Oui, mais elle pleure sans cesse. Oh. Je lui dis, c'est normal, c'est sa sœur. Eh bien, je lui dis, est-ce que quand je l'appelle, je dois lui parler du ciel et des oiseaux? Et le monsieur me dit, oui, il faut lui parler du ciel et des oiseaux. Alors j'ai dit, là, je suis désolée, ça dépasse l'entendement. Je vais raccrocher, monsieur. Au revoir. Et j'ai raccroché violemment le téléphone. Ben, bien sûr, ça peut se comprendre. Ça, c'est mes appels. Bien sûr. Et tu en parlais de Stacy, comment elle est? Elle est en quelle situation et elle est où, là? Alors, actuellement, la situation de Stacy, toujours placée donc à Sucy-en-Brie. Comment elle est quand tu la vois le matin à l'école? Quand on la voit, alors elle dort pas, elle baille, elle fait que ça bailler, des cernes. D'accord. Je précise qu'il y a des témoins quand même devant l'école le matin qui voient donc Stacy tous les jours dans cet état-là. Il y a une maman qui s'appelle Patricia, qui me soutient, qui est d'ailleurs sur Facebook, Patricia Talon. La maman d'un très bon ami de Stacy, qui est dans la même école, Makarenko, donc dans la cité. Et puis il y a aussi Maya qui me suit sur le net, une maman de Hoche. Et puis le matin, tous les matins, il y a Sarah aussi, une de mes voisines qui voit donc Stacy aussi en mauvais état. Donc il y a des témoins. Donc il y a des témoins. Il y a des témoins. Ah, d'accord. Il y a des témoins qui voient Stacy arriver en retard très souvent. D'accord. À l'école. La gamine, elle arrive 9h15, 9h20 en ce moment. Mais on la réveille quand même vers 6h du mat. Quand on demande à Stacy, est-ce que tu dors? Et nous l'avons interrogée hier matin, la petite me dit non, je dors pas. Ah. Pourquoi elle ne dort pas? Normalement, dans un foyer, on est censé être tranquille, dormir. Il y a plusieurs semaines que la nuit, elle ne pouvait pas dormir parce qu'on entrait dans sa chambre violemment. Elle subit des agressions de la part de Quentin, un adolescent qui est sur le pavillon Bleuet. Alors je vais donner quand même des infos sur Quentin. C'est un enfant qui a probablement été abusé sexuellement et qui touche toutes les petites filles au foyer.
D'accord, donc on mélange. D'accord. Voilà, quand Richie et Célie étaient là, il y avait tous les jours des bastons sur le pavillon. Et Richie et Célie, menaçaient Quentin. Célie me le disait, Quentin essaye tout le temps de me toucher les fesses, maman, me toucher. D'accord, donc ça, le foyer fait la sourde oreille et... Il y a eu des menaces de mort aussi sur Stécie, j'ai essayé d'avoir des explications. Donc on a des témoignages de Stécie devant l'école un matin, donc dans le bureau de la directrice, et il y avait donc madame l'institutrice, la directrice n'était pas là, et Stécie a témoigné. Donc Quentin la menace, a pris un couteau, et l'a menacé au couteau, donc ça c'est ce qu'elle vit sur le pavillon bleuet. D'accord, c'est ce qu'elle vit, d'accord. Et personne ne fait de signalement, personne... T'en as l'air d'inquiéter personne, apparemment. Quand tu vas, ça inquiète personne. Quand tu vas aux visites et que tu parles de la violence que vivent les enfants sur le pavillon, il n'y a pas d'explication, on t'en donne pas, on te dit rien. Oui. Si tu leur dis, ah mon enfant il a une brûlure, ah mais qu'est-ce qu'il est beau aujourd'hui, vous avez vu, il a des nouvelles chaussures madame, ah elle a des belles lunettes votre fille. Pour information, donc j'ai eu Cynthia ce soir. Oui. Sa fille a des lunettes aussi maintenant. Et elle a donc témoin. On a vérifié les lunettes, c'est des lunettes de repos, pareil. Ah d'accord, c'est même pas des lunettes adaptées à sa vue. Voilà. Donc pas de suivi médical concret. Voilà. Aucun suivi médical, complètement de faux. Alors je vais aussi t'apprendre un truc. Ils ont pas mal de problèmes dentaires, tous ces enfants ont des caries. Il n'y a pas de suivi dentaire régulier non plus. D'accord. Et en ce qui concerne les viols, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à Stécie? Alors Stécie, quand John est donc venu de Marseille il y a quelques semaines, le jour où j'ai rencontré Marion Sigaud, Stécie a donc témoigné à la maison et nous a donc dit que effectivement je lui ai reposé des questions sur le fameux Samy de l'ITEP 13e. D'accord. Alors, l'ITEP 13e, c'est les services sociaux de Ivry et le foyer de Sucy qui ont décidé d'envoyer ma fille donc dans cet ITEP. En observation d'abord. Elle avait donc à peine 8 ans, Stécie. Eh bien, ils ont mis Stécie avec 12 adolescents. Une petite fille. Elles étaient 2 petites filles dans ce foyer. Il y avait Tiggy, une petite africaine, et il y avait Stécie. D'accord. Et il y avait tous ces garçons autour. Ça a commencé donc la première semaine d'observation, ma fille a été abusée dès qu'elle est arrivée là-dedans. D'accord. J'imagine rien n'a été fait, j'imagine. Elle a dénoncé Samy et 2 autres adolescents. Nous avons été informés donc de ces attouchements et abus sexuels plusieurs semaines après par l'ITEP. Personne n'avait été informé. Moi, j'ai appelé l'ASE. À l'époque, c'était Madame Marest qui travaillait en binôme avec Florence Mangin sur la mesure ASE Ivry pendant ce premier placement. Elle m'a dit, Madame Effinger, j'appelle tout de suite l'ITEP. Il me faut un rapport écrit, c'est grave. Et moi et le père, on n'a pas été convoqués tout de suite. La gamine a donc été emmenée à la BM Paris, auditionnée. Ni père ni mère convoqués et entendus. Pas de PV d'audition, pas d'UMJ. Classé. Classé, comme d'habitude, à chaque fois ils classent. D'accord. Ensuite, c'est ce qu'ils nous ont dit à l'ITEP quand ils nous ont reçus. Qu'ils avaient éjecté et sanctionné les adolescents impliqués. Eh bien, j'ai pu vérifier que c'était un énorme mensonge, puisque nous avons la preuve, on a retrouvé donc dans les affaires scolaires de Stécie, Xavier l'a vu hier, l'emploi du temps de Stécie de l'année dernière. Ensuite, il y avait aussi un programme d'un spectacle au foyer, où tu sais, ils ont un ordre de passage pour proposer leur spectacle, leur danse, un truc de théâtre ou quoi. Il y avait bien le fameux Samy, toujours dans l'établissement, jusque juin 2012. Elle a été abusée en 2010. Donc voilà, rien n'a été fait. Et jusqu'à maintenant, Stécie, elle est dans le foyer et voilà quoi. Il a pu continuer à abuser Stécie tranquillement, puisqu'il était toujours dans la structure. Donc quand John est venu de Marseille il y a quelques semaines, eh bien Stécie dans la cuisine, on l'a réinterrogé calmement. Et je lui ai demandé des infos sur Samy. La gamine, elle a baissé la tête. Elle a pleuré. Elle m'a dit, c'était l'enfer, ça a duré 2 ans. Les mots de Stécie, c'était l'enfer, ça a duré 2 ans. Eh bien, pendant ces 2 années, chaque fois que j'ai eu ma fille en week-end, elle était complètement démontée, sale.
sa vêture sale, tous ses sous-vêtements sales et tachés. Chaque semaine, j'ai tenté d'avoir une explication auprès du chef de service, Monsieur Dubois. J'ai attendu 8 mois un rendez-vous avec le chef de service. Ah, 8 mois. Alors, Donc, demain, si mes enfants sont placés, il est possible que moi, on va attendre 8 mois, c'est bien ça. Donc, toute personne... Ah oui, d'accord. Ce qui est grave, c'est que c'est une structure de soins et que dès le départ, quand il y a prise en charge de ton enfant dans une structure de soins telle qu'un ITEP ou une IME ou un hôpital de jour, on collabore avec les parents, n'est-ce pas? Ah oui. Ça veut dire que nous, les parents, on a des rendez-vous réguliers avec l'équipe qui travaille autour de notre enfant. Eh bien, le chef de service m'a fui pendant 7 mois. J'ai donc capturé des dizaines de fois la secrétaire de cette ITEP, où chaque semaine, gentiment, j'ai demandé un rendez-vous avec Monsieur Ludovic Dubois. Eh bien, à chaque fois, je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous. J'allais donc à l'ITEP, je tentais à chaque fois de voir une éducatrice. Il y en a une qui m'a écoutée et qui tirait donc la sonnette d'alarme. Elle s'appelait Émilie. Et Stéphie l'aimait beaucoup. Ah. Eh bien, Émilie, je la voyais donc la semaine à l'ITEP, j'allais à l'ITEP et je signalais donc l'état de Stéphie, perte d'autonomie, de son autonomie, perte de son hygiène, dégradation sur son corps, elle prend plus du tout soin d'elle, elle porte que des bas de survêt larges, elle met plus aucun jean, elle montre plus son corps. Donc c'est plus son corps, quoi, on lui a pris son corps. D'accord. Donc, en gros, quand ils étaient chez toi, tes enfants, ils étaient violés, ils étaient battus, ils étaient sales? Non, avec D'accord. moi, jamais. Mais là, depuis qu'ils sont partis en foyer, ils sont sales, violés, drogués. Voilà, ils subissent tout ça depuis qu'ils sont placés. Voilà. Ok. Voilà, non, avec moi, ils n'ont jamais subi tout ça parce que moi, si quelqu'un veut les toucher, je me mets devant. Faut Voilà. toucher d'abord. Et, bah, bien sûr. Moi, mes parents, c'était pas des pédophiles, mon père m'a jamais touché. Et si on parlait de Richie, s'il te plaît. Si on parlait de Richie. Alors, on va parler de Richie. Alors, Richie, j'ai pratiquement donc aucune nouvelle. Depuis 7 mois qu'il est placé, pendant plus de 3 mois, les visites médiatisées à Sucy-en-Brie, on me mettait sans arrêt Cécile Véna, psychologue, en visite. Le gamin, il peut pas se déplacer tout seul. Dès qu'il fait un pas, il y a Cécile Véna autour avec son bras. Même méthode qu'avec Abou. C'est ce que Cynthia m'a redit ce soir. Quand elle va à Sucy, Abou tente de l'approcher, le petit Africain qu'on aime bien. À chaque fois, elle me dit, il y a un éducateur qui arrive et qui écarte Abou. Ils sont là avec leurs bras, ils essayent d'emmener l'enfant ailleurs. Tu comprends? Oui, bah oui, j'imagine. Donc ça, pendant la visite. Alors, mes visites médiatisées à Sucy depuis décembre. Donc, à la suite de l'audience devant le juge Jungmann, malgré donc une plainte contre l'ITEP et des témoignages d'attouchement donc impliquant le père et sa copine Laura dans le 77, les témoignages donc de Célie et de Stéphie. Ah, des enfants même, qu'on ne veut pas les écouter, bien entendu. C'est ça. On ne veut pas les écouter, Ah, d'accord. il n'y a pas d'audition, il n'y a rien. Donc, D'accord. il faut savoir que cette plainte et ces témoignages ont été enlevés du parquet. Ah, Alors que ouais. je les avais rentrés la veille de l'audience devant le juge Jungmann le 13 décembre. Eh bien, le 14 décembre, on a donc été en audience. Les enfants étaient dans le bureau. Pas d'avocat, bien évidemment, comme d'habitude, puisqu'on viole leurs droits, ça fait 4 ans. Et là, le juge n'a pas du tout parlé ni des attouchements, ni de plaintes, ni rien. Le père, il a fait son cinéma. Le petit va faire une carrière de foot. Il faut qu'il aille au foot. 2 jours plus tard, après donc cette dite audience, j'apprends par le foyer de Sucy que le juge Jungmann a autorisé 3 sorties par semaine au papa pour Richie. Et qu'est-ce qu'il Seulement fait pour Richie. D'accord. Écoute bien. Ah, d'accord. Seulement pour Richie. Oui. Pas pour les jumelles. Donc les jumelles, il les a pas sorties jusqu'à là, fin mars. Donc la juge Pachal, une nouvelle juge, qui lui a donc donné des droits et qui n'a jamais vu le visage du père. Alors ça, c'est encore mieux. D'accord. Et pourquoi que Richie Eh ben, pourquoi que Richie, on se demande. Alors moi, pour information, je voulais avoir des infos sur le fameux club de foot où ils ont mis mon fils en septembre. J'ai tenté plusieurs fois d'entrer en contact avec les dirigeants par mail ou d'appeler la fédération. C'est le Pâté Club dans le 13e, Tolbiac. Pâté Club Foot, Paris 13e.
À chaque fois, ils m'ont pas répondu. Un jour, j'étais dans le secteur donc, du stade de mon fils il y a quelques mois. Et par hasard, dans la rue, je tombe sur 3 enfants qui portaient le même équipement que Richie. Il y avait 2 Africains, un Maghrébin, âge de Richie. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai interrogé les 3 enfants sur le trottoir pendant une demi-heure. Ouais. Et là, les enfants m'ont appris que depuis des mois, ils n'avaient pas vu Richie aux entraînements le vendredi soir. Donc Richie, déjà, il n'allait pas à tous les entraînements. Où est-ce qu'il était, l'enfant? On ne sait pas. Et je l'ai signalé au foyer. Personne n'a bougé. Ah, comme d'habitude. Toujours la même chose. Donc, il faut prendre l'enfant, il l'emmène à qui veut, où il veut. T'as compris ce qui se passe? Ouais. Ensuite, il y a un coach que j'ai interrogé là-bas, un vieux qui était sur le stade, qui m'a dit qu'un jour, il avait surpris donc dans un vestiaire. Le petit pleurait et son père lui a dit « À qui tu as parlé ?» 2 fois, il a répété ça à l'enfant. « À qui tu as parlé ?» Ah. Donc, il y avait quelque chose que Richie ne devait pas parler. Voilà, et il a dit. Il a parlé. Le père voulait savoir à qui. Il faut savoir que Richie l'a déjà dit plusieurs fois, son papa l'a déjà menacé de mort. Première fois, c'était dans une école, dans mon quartier, quand il a dénoncé donc son sexe tranché dans la salle de bain par la copine de son père. L'autre, il est allé donc à l'école, il a bluffé la directrice, il s'est fait enfermer dans un bureau seul avec Richie, et Richie nous a montré ce que son père a fait. Il a pris son doigt, son papa a pris son doigt, il a mis sous sa gorge et il a dit à Richie, si tu parles, tu sais, avec le doigt, tu sais, pour bien lui montrer, t'es mort si tu parles, tu comprends? Richie, à chaque fois, on lui a demandé, pourquoi tu dénonces pas papa? Eh bien, Richie, il nous regarde avec ses yeux d'enfant, il pleure et il nous dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fait 1m90 et c'est mon père. Et il baisse la tête, il se tait. Ah, d'accord. Donc, Richie, il a connu le vide d'ordure, les menaces de mort, les coups, les douleurs au sexe pendant des jours, le sexe tranché. les douleurs au sexe. Les douleurs au sexe, d'accord. Oui, alors les douleurs au sexe. Alors ça, on va y venir, c'est important. Donc on a trié, t'as vu, pas mal de pièces de certificats qu'on a, puisque l'ASE cachait tout, n'est-ce pas, faut le dire. Ça fait donc 4 ans qu'il cache l'état de Richie. Alors que tous les documents que moi je possédais concernant l'état de Richie, à chaque fois que j'ai emmené Richie chez un médecin, où j'ai fait examiner Richie dans un hôpital, et notamment, donc il y a eu un examen qui a été fait en mars 2011 par un interne à Necker. Xavier l'a vu le document aussi hier, t'inquiète pas. Donc dans ce document, il était écrit que Richie avait une infection au zizi, plus une cicatrice de 3 cm rattachée au pénis. Ah bon? On a des certificats, ah bah oui. Eh bien moi, la maman, donc l'interne, m'a dit il faudrait des UMJ, mais elle n'a pas fait de signalement, elle n'a pas appelé la police. J'étais ce jour-là avec mon fils aîné Dylan, on s'est rendu donc vers un hôpital dans le secteur, et là on nous a dit on ne peut pas faire des réquisitions judiciaires et des UMJ s'il n'y a pas des documents de la police. Ah oui, mais la police, justement, la police, quand tu vas porter plainte... C'est un document de la police, ouais. Puisque j'ai été moi-même entendue suite à cette blessure sur le zizi de mon fils de 3 cm. Quand j'ai demandé à la policière de la brigade des mineurs qui m'a auditionné en 10 minutes, qu'est-ce qui s'est passé sur le sexe de mon enfant, cette policière s'est levée, m'a tendu sa main à la brigade des mineurs de Créteil. D'accord. Et elle m'a dit, je vous raccompagne à la sortie, affaire classée accident de baignoire, madame. Ah d'accord, donc elle a même pas cherché à enquêter. Elle a même pas cherché à comprendre. Donc elle est voyante et elle a vu que il a eu un accident de baignoire. D'accord. C'est classé. On a su la suite. Ouais, d'accord. On est retourné à la brigade des mineurs quelques mois plus tard. Alors je vais t'expliquer pourquoi on est retourné à la brigade des mineurs. Ah voilà. Je suis donc allée en visite voir Richie à Sucy-en-Brie pendant le premier placement. Et un mercredi, nous sommes arrivés avec mon fils aîné en visite. J'ai passé donc la porte du foyer à l'accueil. J'entre à 1h30 et j'ai donc mon enfant qui traverse le hall pieds nus, je précise, hein, pieds nus. En crise, il hurlait le petit, il hurlait à la mort, sortez-moi de là! Comme ça, c'était les visites. Des fois,
Richie, il courait dans un couloir et il se jetait violemment contre les murs pour se faire du mal. T'as vu Madame Véna Cécile qui assistait à tout ça. Ça, c'était des visites le mercredi, premier placement. Donc Richie, on arrive ce fameux mercredi, 1h30 avec son frère. Le petit, il arrive, pieds nus, en crise. Sortez-moi de là, il hurlait et il tombe à mes pieds. Son frère le redresse. Je regarde la psychologue, je dis, qu'est-ce qui se passe? Richie, calme-toi, je peux pas comprendre si tu cries, qu'est-ce qu'il y a? Et là, le petit, il avait un bas de survêt et un t-shirt trop court. Et en tentant d'attraper le petit pour le relever, je soulève le t-shirt et je vois cette grosse brûlure sur sa fesse. Cette brûlure, donc, que nous avons pris en photo et que j'ai publié, que tu as vu. Nous avons donc le cliché en couleur photo, je l'ai fait tirer à la FNAC. J'avais la vue aussi, on l'a mis en pièces. D'accord, en fait, là, que tu me parles beaucoup de pièces, beaucoup de... Donc, tu as toutes les preuves, en fait, de tout ça. Mais on a tout. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est parce que, bon, apparemment, pour la police, pour les services sociaux, vous êtes... Mais la brigade des mineurs m'a encore dit vendredi, le poste de Boissy-Saint-Léger, ils m'ont regardé, moi et Cynthia. Ah ben, si vous avez des photos, des preuves, envoyez-les au juge. Eh bien, quand tu envoies des pièces au juge, le juge ne répond pas. Donc, le juge sait que Richie a eu le sexe tranché à 3 cm, puisque son grand frère a dû donc prendre des photos de son sexe dans la salle de bain, pour qu'on ait des preuves qu'il y avait une cicatrice de 3 cm. Parce que sinon, c'est un enfant pubère. Puisqu'il n'y a pas d'UMJ, il n'y a pas de traces, les poils vont pousser et ni vu ni connu. Pas vrai? Voilà, ouais. C'est bien ce que vous avez fait. C'est bien. Malheureusement, dans les circonstances comme ça... On n'a pas le choix. C'est bien. Il a dit là, il faut faire des photos, c'est impératif. C'est bien. Donc, ensuite, quand on est allé à Sucy, et que ce jour-là, j'ai donc trouvé Richie avec cette brûlure à la fesse, la psychologue, elle commençait à paniquer. Mais il n'y avait pas qu'elle. Il y avait l'éducateur Salem. Un éducateur qui a des lunettes, un rebeu. Avec qui j'ai pas eu plus de problèmes que ça aussi, mais il couvre trop de choses, en fait, puisqu'il assiste. Il a peur, quoi. Il reste là. Il a peur, voilà. Ah, donc, il y en a qui sont complices, comme il y en a, ils ont peur, quoi. C'est ça, hein. Il y en a, ils ont peur. Ils couvrent plus parce qu'ils ont peur, je pense. Et puis, t'as ceux qui participent et on a compris qui. Ah, d'accord. Oui, donc, quand j'ai découvert ça sur la fesse de Richie, j'ai dit, Richie, calme-toi. Je me suis tournée vers la psychologue, j'ai dit, alors là, ça dépasse tout. Elle était en panique, elle me prend, moi et mon fils aîné, il a suivi, et Salem, il est arrivé, et elle me dit, venez, on va vite dans une salle médiatisée. Ben oui, parce que ça s'est passé, on était à l'accueil. C'était un mercredi, donc t'avais des parents qui venaient en visite tout le temps. Ah ouais, donc c'est pas bon de... En crise avec... Ah bah non, faut cacher tout ça, c'est ça? Faut cacher. Bah attends, faut cacher. Ah, d'accord. Ensuite, donc, elle nous a emmenés dans une salle médiatisée. Et là, j'ai regardé la psychologue, je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer ça sur les fesses de mon enfant? Il est placé. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Tu sais ce qu'elle m'a sorti? Elle a dit quoi? Il s'est bagarré. C'est toujours des bagarres. La fille à Cynthia, 2 ans, des brûlures, c'est des bagarres. Des grissures dans le dos, un bébé, c'est des bagarres. Ah, tout est bagarre, quoi. Des bleus entre les jambes, c'est... Pardonne-moi, mais même si c'était des bagarres, où est-ce qu'ils étaient, les éducateurs? Ils n'étaient pas là pour les surveiller, déjà, hein? Ils sont toujours dehors en train de fumer leurs cigarettes. Faut le dire, hein. Café, cigarette, tout le temps dehors, tous les mercredis. Ouais, d'accord. Et ensuite, donc, moi, j'ai eu la présence d'esprit. J'ai regardé mon fils. J'ai regardé la psychologue qui était là, donc Madame Cécile Véna. Et je lui ai dit, je vais prendre des photos, je vous préviens. Et là, tu sais ce qu'elle m'a répondu à 2 reprises, la psychologue? Elle a dit quoi? Faites, Madame Effinger, faites. Donc, elle m'a autorisé à prendre des photos. J'ai pris 3 photos des fesses de mon enfant. C'est bien. C'est bien. Au moins, t'as pris... Tu sais ce qui s'est passé? D'accord, oui. J'ai donc dû insister et gueuler pour qu'on soigne. Parce qu'en plus, il avait la brûlure et la plaie à vif. Donc, aucun soin. Oh là là. Aucun soin. Même pas de mercurochrome, pas désinfecté, rien. Pas de soin. À vif. Et qui lui a fait ça? Tu as pu te renseigner. Qui lui a fait ça? On ne saura jamais qui lui a fait ça. Tout ce qu'on sait, c'est voilà, les réponses qu'ils nous donnent eux. C'est des bagarres. Pourquoi il fugue? On n'en sait rien. Il n'a pas fugué. Vous mentez, c'est pas vrai. Pourtant, quand on a été en cour d'appel, tu sais ce qu'ils ont dit, les juges en appel? Il a fait 8 fugues à Sucy-en-Brie. Tu sais combien de fois ils m'ont prévenu, le foyer? Sur 8 fugues. Combien? Une seule fois. Ah ouais.
Ensuite, il est parti en séjour aux Pays-Bas avec le foyer. Il a tenté de se tuer par pendaison avec sa ceinture sur son lit. Mon Dieu. Première tentative de suicide. Ah non. Là, pareil, j'ai pas été informée. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il avait tenté de se pendre. Dans la foulée, aucun soin, aucun suivi pour l'aider ou pour comprendre pourquoi il se suicide. Bien évidemment, il subit que des maltraitances et des violences. Il commençait à maigrir beaucoup, Richie, donc il m'inquiétait beaucoup. Chaque visite, chaque mercredi, j'avais un enfant triste, amaigri, des blessures tout le temps, la plupart du temps des blessures. À un moment, donc, on est venu au foyer pendant plusieurs mois, il perdait ses cheveux, le petit. Il avait attrapé une teigne. Alors la teigne, c'est une maladie du Moyen-Âge. Il y avait donc cette maladie dans le foyer. Et pratiquement tous les enfants en étaient atteints. Donc de Richie à Macon, à tous les autres enfants, ils avaient tous la tête trouée. Eh ben, dis donc. Eh ben. Ouais. Ensuite, j'ai quand même demandé s'ils avaient pris des consignes d'hygiène et tout. Alors à l'époque, j'étais en contact toujours avec mon ami qui est journaliste à TF1 Santé. Je lui ai envoyé un SMS et je lui ai parlé de cette fameuse teigne. Elle m'a renvoyé un message, elle mâ'a dit c'est une maladie moyenâgeuse. Comment ça se fait qu'à celui-ci, il y a la teigne, mais il n'y a pas d'hygiène là-dedans? Bah, faut croire que non. Alors, par réflexe, puisque je sais que c'est une maladie très contagieuse et que dans des structures scolaires ou foyers, quand il y a une épidémie grave, on doit alerter les autorités sanitaires, n'est-ce pas? Ah, logique. Alors, ça n'a pas été fait, le foyer n'a pas été nettoyé, et aucun parent ou personnel du foyer a été prévenu. Mais pourquoi le foyer ne réagit pas? Franchement, quand je les regarde tous, Oui. soit la moitié c'est des déviants, ils sont tordus et ils bégayent. Voilà donc les éducateurs du foyer. Donc ils sont pas qualifiés, quoi. Les psychologues, c'est pas mieux, tu te demandes si elles sont diplômées, puisqu'elles utilisent ni des termes de psychologue, ni elles ont des attitudes de psychologue. Alors pour information, mes visites médiatisées avec Cécile Vénat, il a des belles lunettes, vous avez vu, il a des belles chaussures. Ensuite, c'est moi, la maman, assise sur une chaise dans la salle, une demi-heure de visite seulement, et le petit tout le temps sur les genoux de Madame Cécile Vénat. Moi, je suis là, je croise les bras, et c'est une mise en scène, c'est un jeu entre Cécile et Richie. Alors, il y a des caresses. Elle caresse ton enfant, carrément, devant toi. Elle lui touche les cuisses, la tête, tout le temps, le visage, des caresses avec ses mains. Ensuite, quand le petit veut parler ou dire quelque chose à sa mère, elle contredit l'enfant ou elle le stoppe pour pas qu'il aille au bout de sa phrase. Et puis, elle avait aussi une phrase qu'elle aimait bien me dire au début du placement. Surtout, elle disait ça à Richie souvent les mercredis quand je venais. Mais tu sais, Richie, si tu racontes tout ça à ta maman, elle te voit pas beaucoup. Après, ça lui fait de la peine, tu comprends? Eh bien, au bout de 2 mois, Richie ne se plaignait plus. Ah bah tiens. Et Richie ravalait toutes les sévices. C'est marrant, tu sais qu'il y a beaucoup de mamans, et de papas qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. Beaucoup de mamans et de papas, ils vont se reconnaître dans ce que tu dis, en tout cas. Bien sûr. Ouais, beaucoup, parce que là, je pense à beaucoup là qui parlent et je les reconnais dans ce que tu dis. On a affaire à des manipulateurs, ils sont très forts, donc ils savent soumettre un enfant. Comment? Ils lui font vivre des choses effroyables, à répétition des chocs. Ils fracassent sa tête. Ensuite, ils les habituent à supporter la douleur. Ouais. Tu sais, un enfant comme Richie qui est resté pendant des semaines avec un zizi tranché sans soin, c'est un enfant qui supporte déjà des douleurs atroces. Un adulte, tu lui touches les parties génitales, il monte au plafond, pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Enfin, Un petit enfant qui a une plaie à vif sur le bout du pénis. C'est clair. Et c'est pas une circoncision, je précise, hein. Il n'a pas été tranché au bout sur la petite peau. C'est vraiment le sexe sur la verge qu'elle est l'empaille. 3 cm. 3 cm le certificat, donc d'un interne de Necker. Donc quasiment une grande ligne sur la verge, quoi. Ah bah oui, mais attends, on a des photos, Xavier l'avait sous les yeux hier, il l'a vu. Hein. Alors, je vais te dire un truc pour information. Quand on a été en cour d'appel en 2011, les 2 juges en appel se sont permis de me dire « Oh madame, vous exagérez, vous avez quand même été jusqu'à envoyer une photo des parties génitales de votre enfant au juge. » J'ai regardé les 2 juges en appel et j'ai dit « J'ai pas eu le choix, puisque l'affaire a été classée et que Richie n'a jamais été emmené en UMJ pour qu'on constate les blessures. » D'accord. Bim.
Ça, c'était la réponse de la maman en cours d'appel. Ensuite, donc, pendant ces 2 ans où il a été à Sucy, le premier placement, plus de 20 mois, il faisait à répétition des infections au zizi. Et il avait des problèmes pour uriner. Donc, quand je l'avais en week-end, il allait au WC, il n'arrivait pas à faire pipi, il avait mal, ça le brûlait. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je savais que c'était aussi des séquelles, probablement des complications dues à cette agression qu'il a subie au pénis. Chaque fois que j'allais donc en rendez-vous à l'ASE voir Madame Mangin, éducatrice qui était mandatée, et qui me décrivait donc psychotique depuis le début du placement. Je le précise puisqu'elle travaillait donc en binôme avec Amina Chaïb, l'autre éducatrice avec qui j'ai fait un très bon travail, et qui m'a dit dès le départ, Madame Effinger, dénoncez ma collègue, elle fait défaut, verbalisez ça et écrivez au juge et à la responsable de l'enfance. C'était qui la juge? C'était Robinson, et la responsable enfance, c'est Madame Irène Chakouri. Toujours les mêmes personnes hein, qu'on entend. Hein. On a en 4 ans, c'est que les mêmes. Ça ressemble à un réseau tout ça. Hein. Bien sûr, qui a tenté les internements, c'est elle. Qui a fait des plaintes pour non-présentation d'enfants et m'envoyait 2 postes de police quand je redonnais pas l'enfant qui était blessé et que j'avais tenté de l'emmener chez un docteur. Madame Delouche Catherine, directrice enfance Ivry. Et... 4 ans de refus de soins. 4 ans pendant lesquels à chaque rendez-vous ASE, elle tentait donc dans un bureau de me faire taire. Souvent elles étaient à plusieurs. Madame Delouche essayait d'être présente souvent, la directrice enfance. Oui. Et quand j'avais donc une larme qui coulait sur ma joue, elle me disait si vous vous sentez pas bien, vous pouvez aller vous faire hospitaliser à Paul Brousse, psychiatrie. Ah, il rêverait de ça, on dirait. Ensuite, quand je lui disais, mais madame, vous me donnez des rendez-vous, il faut quand même qu'on parle de mes enfants, je vais les voir tous les mercredis. Là, il y a ça qui va pas sur Richie. Là, le petit, il a maigri. Là, je constate que depuis 7-8 mois, il prend pas 1 kilo. Faudrait surveiller sa courbe de croissance. Faudrait alerter la pédiatre. Il y a quand même un pédiatre dans le foyer. Eh bien, la pédiatre, donc Francine Beau-Lénéré, pédiatre de PMI, Sucy, qui intervient donc dans le foyer 2 fois par semaine, mettait sur le zizi de Richie des crèmes au calendula. Et c'est quoi ça? Une crème au calendula, c'est ce que c'est les crèmes au calendula? Ah, d'accord, c'est une crème, tu m'as dit, d'accord. Ah, d'accord, donc voilà, tu finis de mettre une crème. Elle faisait venir Richie dans son bureau au foyer, elle lui faisait baisser son pantalon et elle regardait ses couilles et son sexe. Ça, c'était la pédiatre. Il faut savoir que dans tous les documents et les pièces que nous avons, même si l'ASE nous a caché l'essentiel du dossier médical de Richie, et que j'avais pas accès au carnet de santé, donc en 22 mois de placement, on a à peine 1 page et demie de remplie de la pédiatre. Ah bon? Le reste, elle prenait pas de notes. Oui. Par contre, on a des prescriptions à tout va. Là, un coup, c'est du fer. Alors, je vais donner un exemple. Xavier, il a vu les documents. Donc, tu as un papier, tu sais, comme dans les hôpitaux. Ouais. C'est où tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, Ouais. Alors là, tu as docteur Francine Beau-Lénéré, Val-de-Marne, conseil général, photocopie. Date de naissance de l'enfant, t'as pas. Poids, il n'y a pas non plus son poids. Ensuite, tu as des médicaments prescrits. Tu as du ferrostrane. Ferrostrane, c'est le fer, c'est pour l'anémie, c'est pour traiter de l'anémie. Donc Richie est un enfant anémié depuis des années. La pédiatre ne traitait pas l'anémie, ne contrôlait pas par prise de sang. Ensuite, on m'a dit, Richie, non, il n'est pas allergique. Mais la pédiatre prescrivait de la claritine. Claritine est un anti-allergique. Tu as des enfants, tu dois connaître, c'est comme l'Aerius. D'accord. Ensuite, il a rien à la tête, tout va bien. Aderma, une crème pour les trous et les plaques qu'il avait sur la tête. D'accord. Ils l'ont laissé plus de 2 mois comme ça. Il a eu une biopsie à la tête. Il a été emmené à l'hôpital. On lui a fait un prélèvement. J'ai jamais eu les résultats. Oh là là Ensuite, là là. un shampoing spécial aussi était prescrit pour sa tête et les trous dans la tête. Alors ça, tu vois, c'est signé de la main de la pédiatre. T'as pas de cachet, t'as le nom et le numéro finesse de cette pute de pédiatre de Sucy. Donc, Donc des ordonnances comme ça, on a... t'as tout, donc là, je vois que ça fait 35 minutes. Donc là, tu me dis que tu as toutes les preuves. Oui, on a toutes les preuves. Et donc, en gros, tes enfants subissent, et encore, tu n'as pas tout dit dedans.
De ce que tu m'as dit tout à l'heure. De ce que tu m'as dit tout à l'heure, est-ce que tu accepterais de me le redire dans un autre enregistrement? Oui, oui, oui. Oui? Oui. Parce que c'est vrai que là, c'est vrai qu'on va faire un autre enregistrement part où tu vas pouvoir exposer ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est très grave. Il n'y a pas de problème. Là, pourtant, tout ce que tu m'as dit, c'est très grave. C'est très grave. Très grave. Mais là, tout à l'heure, c'est l'immonde. C'est immonde. Donc, c'est immonde. Et en plus, c'est un témoignage donc, de Célie et elle s'est confiée à une adulte. voilà. Donc, Et c'est la maman de Kayla. et puisque personne... Et puis... Elle a un très bon D'accord. avec les enfants là-bas. D'accord. Ah bah oui, la petite Kayla qui n'a pas que la brigade des mineurs. C'est ça, hein, la brigade des mineurs de Créteil. Hospitalisée, voilà, Créteil et Boissy-Saint-Léger. Voilà, ils ont refusé de prendre la plainte pour suspicion de viol, maltraitance. Oui. Hein, juste simplement suspicion, hein, tu vois. Oui. D'accord. Ils nous Donc, ont dit, on peut... balader, je l'ai mis sur Facebook cette journée-là. Donc voilà, bon ben, On a regardé les flics, on leur a dit, mais le juge ne répond pas. On peut rien faire, madame. Au revoir. Voilà, on peut rien faire. Tout le monde dit on peut rien faire. Tout le monde dit il y a rien. Tout le monde. Donc maintenant il faut exposer tout ça. Et d'ailleurs, je conseille même à tous les parents de faire ça. Le problème, voilà, c'est que et d'envoyer ça partout. Ici, on peut être hospitalisé en 4 ans et subir des vrais examens. Oui, en plus. Je voudrais préciser un truc. On a retrouvé donc dans les divers documents la réquisition à personne qui a été faite par le Laure Villain, lieutenant de police à Ivry. Elle avait donc demandé des UMJ de Stécie pour des violences volontaires. Qui est-ce qui était impliqué dans la plainte? Janine Bekanga Botuli, la personne qui a tranché le sexe de Richie et qui habite à 200 mètres de chez moi. Donc c'est elle alors. Donc, le lieutenant Villain a réquisitionné le médecin-chef des UMJ de Créteil pour examiner Stécie. Qui, Stécie? Eh oui. Donc là, Richie, il y a eu une entaille. Et Stécie, tu me dis qu'elle a quoi? Stécie, il y a eu une réquisition, il y avait une plainte pour violence volontaire de Janine Bekanga. Il a impliqué Janine Bekanga. Stécie qui a dénoncé donc la compagne de son père. Ah ouais, donc... Ah, donc toi, en gros, t'es la mauvaise mère, alors que t'es la bonne, et lui, c'est le bon père, alors que c'est le mauvais, quoi. Ben voilà, ah, donc, il peut frapper et violer mes enfants, ils bougent pas. Donc là, il y a... Donc ça, on va pouvoir en parler la prochaine fois aussi. Donc, du pourquoi. Parce que là, ton affaire, elle est tellement lourde qu'on peut pas tout mettre, parce que sinon, ça ferait trop de choses à écouter. Il a dit, tu te rends pas compte toutes les pièces qu'il faut scanner, mes mères, toute seule, mais je vais mourir avant que ça soit terminé, classé. Vous vous rendez compte ou pas? Ça fait des années que ça dure. Okay. Donc là, je vais couper et on va refaire un enregistrement plus tard, d'accord? Donc là, je coupe. En fait, ouais, je vais finir. Oui. En fait, donc, le lieutenant Villain a demandé donc au médecin-chef des UMJ d'examiner Stécie. Oui. Et c'était le 9 juillet 2011. Donc ça va faire 2 ans qu'elle a été emmenée en UMJ, la petite. 2 ans. Et qui est-ce qui a emmené donc Stécie en UMJ à Créteil? C'est monsieur Ludovic Dubois, comme de par hasard, le chef de service de l'ITEP. Wow, carrément le chef de service qui amène, normalement ça devrait être... Et qui a été à la brigade des mineurs. Et moi j'ai aucun retour. Pas de suite, rien. Donc jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun résultat des examens que ma fille a subis en UMJ à Créteil. J'ai questionné Stécie sur les examens. Il a donc vu tout ce qu'elle avait sur le corps. J'ai demandé à Stécie si elle avait subi donc des examens en bas. Elle m'a dit oui. Donc ils ont dû voir qu'elle était plus vierge évidemment puisqu'elle était déjà violée depuis 2010. Mais il n'y a pas que ça. Il m'a dit, il a vu aussi les diverses cicatrices que j'ai sur le corps. Et il a vu les bosses sur mes pieds. Alors c'est important de parler des pieds. Les 2 jumelles de 11 ans ont des bosses au-dessus des pieds, en dessous cheville, sur le pied, tu sais. Oui. Déformation les 2. Dû, donc elles l'ont dit, à des coups de cuillère du père. Il les tapait tout le temps sur les pieds.
Les deux ont les pieds déformés. C'est terrible, hein, ce qu'elles disent, mes filles. Bah, c'est terrible ce que tes filles, ton garçon et toi, ce que vous vivez. Vous êtes victime dans l'histoire. Je sais pas comment je vais digérer tout ça, ma soeur. Ça devient vraiment très dur, Karine. Ouais, je sais, c'est trop dur. C'est pour ça qu'on va divulguer ça partout. L'enregistrement, je vais déjà le mettre partout, si tu veux bien. Quand je dis qu'il faut nous protéger, oui, tu peux le faire. Donc, N'hésite pas. d'accord. Tu balances. J'ai rien à cacher et en plus, j'ai des preuves de tout ça. Ouais, bah ça, c'est ça qui est important aussi, parce que dire c'est une chose, mais les preuves c'est mieux. Mensongère. Donc il faut savoir qu'on a travaillé, trié toutes les pièces. Concernant Richie, on a énormément de certificats. Par exemple, en 2011, 34 kilos. Ensuite, 32 kilos. Il était entre 32 et 34 kilos. La pédiatre cachait son poids. Seulement moi, chaque fois que je l'avais en main en visite ou en week-end et qu'il était bousillé, je l'emmenais direct chez un docteur. Donc à chaque fois, j'ai des certificats. Malheureusement pour nous, ça va être drôle. On va aussi devoir donc porter plainte contre ce fameux médecin de ma ville qui s'appelle le docteur Nguyen, puisqu'il a donc suivi Richie pendant des années pour tout ça. Et puis il y a quelques mois, il a carrément fait un refus de soins à son cabinet. J'étais venue pour lui demander de faire un contrôle, de faire Richie, puisque je trouvais que le poids, ça allait pas du tout. Et qu'on m'a beaucoup dit qu'ici, il a de l'anémie, c'est normal qu'il prend pas de poids si on soigne pas. Ah. Le médecin a carrément refusé de faire la prise de sang et la prescription. Il m'a dit ça suffit, je le soigne pas. Ah ouais, pourquoi il ne soigne pas un enfant? Pourtant, un médecin, je sais pas moi, par conscience professionnelle, j'en sais rien moi. Qui est ce médecin? Alors ce docteur Nguyen est un asiatique qui habite donc dans mon secteur. En 2010, il avait fait un certificat médical pour demander avec le docteur Konofal l'hospitalisation de la fratrie. On avait un bon médecin à Robert Debré qui était décidé à prendre les 3 petits en charge, à les hospitaliser, à mettre plusieurs cliniciens autour pour observer ce qui ne va pas. Ah. 10 médecins qui s'appelait Eric Konofal, qui est un très bon médecin, c'est un professeur en pédopsie, et lui c'est pas un putain de médecin de merde. Il a regardé l'éducatrice de l'ASE en 2010 avec moi, et l'éducatrice qui m'avait accompagnée à l'hôpital c'était Amina Chaïb, une très bonne éducatrice avec qui j'ai fait un très bon travail. Le médecin a dit textuellement à l'éducatrice, ah bon, la petite prend du Risperdal, mais vous savez que si elle a un trouble de l'attention, il faut surtout pas lui donner du Risperdal, on va endommager son cerveau. Wow. Elle a noté tout ça. Elle a noté tout, l'éduc. Ensuite, il m'a posé quelques questions sur ma situation sociale autour. J'ai expliqué au docteur Eric Konofal ce qui se passait autour de moi, mais que les gamins étaient placés. Le médecin, il a regardé l'éducatrice dans les yeux. Il m'a dit, on va demander l'hospitalisation des 3 enfants et rapidement. Et pourquoi D'accord. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Qui a mis un veto? Qui a freiné la chose? Je t'explique là. D'accord. Donc le médecin, il propose l'hospitalisation. Il n'a pas dit que ça. Il a dit, c'est une fourmilière cette situation. Il va falloir mettre des coups de pied dedans à plusieurs. Tu comprends pas l'expression? Ah ouais, non, je comprends. C'est le terme d'Eric Konofal. Hein. Eric Konofal, c'est pas une merde, c'est ma pote de TF1 qui m'a branché avec ce grand médecin de Debré. Elle m'a dit, actuellement, c'est le meilleur dans le pays. Si tu arrives à avoir un rendez-vous avec lui, c'est bon. Eh bien, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec lui pour chaque enfant. J'ai donc toutes les fiches de convocation. Ça veut dire que ça, c'était aussi la mère qui faisait tout ça, pour tenter de faire prendre en charge ses enfants. Donc on ne peut pas accuser la mère d'être à côté, d'être en grande souffrance et de n'avoir rien fait pendant 4 ans. J'ai tenté pendant des années de comprendre ce qui n'allait pas chez mes enfants. Eh bien depuis 4 ans, c'est que de la maltraitance et des violences sexuelles. Ouais, voilà, avec des preuves apparemment. Ouais. Précoce, avec beaucoup de preuves. C'est évident que les enfants, ils sont complètement explosés, en état d'agitation tout le temps et stress post-traumatique intense. Donc là, ils sont en train d'être détruits, là, hein. On est bien d'accord. Ils sont en train donc de les détruire. Donc, à l'heure actuelle, Stécie, elle est sourde. Ouais. La vue, on ne sait pas. Elle a donc des micro-fractures aux jambes. Elle a des problèmes pour faire caca. On lui donne des sachets de Forlax. Quand j'ai questionné la pédiatre, elle m'a dit non, non, tout va bien. Mais si tout va bien, pourquoi tu donnes à la petite des sachets de Forlax? Le Forlax, c'est pour les constipations, pas vrai? Ah oui. Donc Stécie ne faisait pas caca.
Déjà, on fait un examen approfondi, on... Bien sûr. Ah, je sais Alors, pas, les examens, j'imagine. Il faut même pas y compter. Les examens, il n'y en a jamais eu. Les examens, c'est toujours la pédiatre du foyer, Madame Francine Beau. Donc ce médecin chinois, on va revenir sur lui vite fait. Quand on a donc été à l'hôpital et que Eric Conofal a demandé l'hospitalisation, l'éducatrice Amina Chaïb lui a dit mais qu'est-ce qu'on doit faire comme document pour accélérer l'hospi, puisque là il y a un juge, donc il faut l'aval du juge. Le médecin a donc dit à Amina Chaïb, il faut le médecin généraliste qu'il fasse la demande pour faire hospitaliser les enfants. Eh bien, le docteur Nguyen a fait un grand certificat et il a demandé donc l'hospitalisation des enfants. Ensuite, Madame Chaïb, elle a eu tous les documents, je lui ai fait passer très vite. Elle m'a dit, Madame Effinger, je faxe tout au juge aujourd'hui. Demande d'hospitalisation, mon rapport, puisque j'étais à l'hôpital avec vous, j'ai rencontré le médecin qui va prendre en charge les enfants. Eh bien, Robinson et Lazeux ont empêché l'hospitalisation. Ensuite, je vais donner... C'est carrément un juge qui a empêché l'hospitalisation. Oui, oui. Et pour quelle raison? Et Lazeux, pas de motif. Pas de motif, d'accord. Ensuite, ils ont tenté de me faire interner. Des suivis CMP. Mon appartement éclaté 2 fois. Ah, mais c'est horrible ce que j'ai vécu. Hein. Ah ouais, je vois de ça. Moi, si je me pose des questions, c'est... ouais, moi, Comment j'ai encore ma tête, quoi. Je sais pas, Karine. Je sais pas comment j'ai encore ma tête, ma soeur. C'est parce que je veux les sortir de là. Bah oui, c'est la rage de te sauver tes enfants, c'est pour ça. Il n'y a que ça, c'est la rage de sauver tes enfants. Après, hein. Quand ils vont être hospitalisés, qu'on va... Je crois que pour son enfant, n'importe qui est prêt à tout. Hein. Je parle de bons parents qui sont prêts à tout, quoi. Quoi ma vie après, Karine? Cette maison, je la supporte plus. Oui, je la salle sais. de bain, des fois, je vais prendre des douches chez des copines. Quand je m'assois dans ma baignoire, je revois dans ma tête mon petit garçon assis et son sexe qui pisse le sang dans la baignoire. Personne n'a rien fait. Pas d'hôpital, pas de médecin. Le soir, quand son père est rentré, il lui a dit « Tu vas te coucher, on n'en parle plus ». Non, non, ça va s'arrêter, tout ça. Donc, le prochain enregistrement, tu pourras me raconter ce que tu m'as raconté tout à l'heure? Oui, je vais te le raconter. Est-ce que tu es prête? Parce que là... Oui, bah oui, parce que là, c'est... Je dors pas. Ouais, bah moi aussi, non. Personnellement, j'entends ça, on a du mal à dormir, hein. Enfin, après, chacun son truc, hein. J'ai pas de sommeil. Ouais, Les yeux se ferment pas, je pense à mes enfants. Ouais, je sais. Bon, bah je stoppe l'enregistrement là, d'accord? Ça marche et on continue un autre. Je me suis fait un café, ma belle. D'accord.